Elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à 2 pas du chat. Tiens, on a découpé une... I am a feminist. Je vous obsède avec une constance Je ne me suis pas qui appelle quand même l'admiration. conduit d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque, elle marque son époque. Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes artistes, activistes, politiques, de toute génération, de toute opinion. Comment sont-elles devenues femmes ? Comment habitent-elles leur corps de femme ? Que pensent-elles ? Écrivent-elles ? Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui je reçois Nassira El Moadem. On est le fruit d'une éducation, on est le fruit d'un travail. C'est bizarre quand on est journaliste d'interviewer une autre journaliste. Nassira El Moadem est une excellente journaliste. L'une des seules femmes dirigeant un média français, le Bondi Blog. Du coup, moi, j'ai caché la féminité qui était la mienne. Le Bondi Blog est né d'un manque, d'un besoin, celui de parler des banlieues françaises du point de vue des intéressés, de ceux qui la vivent, de ceux qui y vivent. Le Bondi Blog est né d'un feu, celui des mouvements sociaux qui ont agité les banlieues des grandes villes de France en 2005, après la mort de Ziad et Bouna, qui fuyaient, pourchassés par des policiers. Ils avaient 15 et 17 ans. Dans les quartiers, ceux qui souffrent le plus, en fait, c'est pas les filles, c'est les mecs. Nassira El Moadem dirige le Bondi Blog à 32 ans seulement, avec une intelligence immense et un courage exemplaire. Elle fait partie des personnes dont le rôle va être essentiel dans cette France du raidissement identitaire, cette France un peu malade, qui menace à chaque instant de tomber dans l'ère de la post-vérité. Je la remercie du fond du cœur d'être venue habiter la poudre de sa voix à elle. Avec Nassira El Moadem, nous avons parlé de la Syrie, d'Anne Sinclair et brisé quelques clichés sur le fait d'être femme en banlieue. Nassira El Moadem, vous êtes journaliste, vous êtes directrice et rédactrice en chef du Bondi Blog, un média en ligne, ce qui fait de vous une rareté. En France, 7 patrons de presse sur 10 sont des hommes. Il vous inspire quoi ce chiffre ? Il est assez consternant. Il est assez consternant et en même temps, il a l'image de ce pays, qui est un pays qui est globalement dirigé par des hommes, que ce soit le monde dans l'entreprise, que ce soit le monde des médias, qui sont aussi des entreprises, mais pas nous, puisque nous, on est un média associatif, et que ce soit le monde de la politique, donc... Pas très surprenant. Nassira, vous avez grandi en Sologne, près de Romorantin, si je me trompe. Ah, Romorantin-Lanthenay. Ah, Romorantin. C'est une région que je connais bien. Capitale de la Sologne. La capitale de la Sologne. Moi, je viens d'Orléans, qui est une ville pas très lointaine. C'était comment de grandir là-bas ? C'était tranquille. C'était agréable, c'était calme. Moi, j'ai eu la chance de grandir dans la campagne, donc j'ai pas grandi dans une cité, j'ai pas grandi en banlieue avec toutes les difficultés que cela peut impliquer au quotidien. Donc on va dire que j'étais préservée. Préservée de quoi ? J'étais préservée des influences que ça peut que l'adolescence peut amener, bonnes et mauvaises. J'étais préservée parce qu'on était une petite ville de 20 000 habitants. D'ailleurs, c'est toujours une petite ville de 20 000 habitants, avec un seul lycée, où tout le monde se connaissait, une sorte de petit village en fait. Donc j'ai grandi dans cette ambiance de petit village. Dans une famille d'origine marocaine, et j'étais souvent la seule arabe dans ma classe. Oui, c'est pas un milieu très mélangé, la Sologne. Non, mais en même temps, Romorantin-Lanthenay a quand même beaucoup de communautés ou de Français d'origine immigrée, une énorme communauté d'origine turque qui est très installée à Romorantin, et puis évidemment des personnes d'origine immigrée maghrébine, tunisienne, algérienne et marocaine. Donc il y avait quand même un brassage, mais c'est vrai que dès qu'on arrivait dans les filières dites généralistes, moi j'ai fait une filière littéraire au lycée, et ben là, comme par hasard, les personnes bronzées comme moi n'existaient plus trop, alors qu'elles habitaient quand même cette ville, elles étaient bien quelque part. Et ben souvent elles étaient dans les filières professionnelles, au lycée professionnel, parce que le lycée où j'étais avait un lycée professionnel juste à côté, et c'est plutôt là qu'on allait les trouver. Voilà. Qu'est-ce qui a fait selon vous que vous ayez atteint ces filières ? Est-ce que c'est votre éducation ? C'est vos parents qui vous ont apporté ça ?
Évidemment, je pense qu'on est le fruit d'une éducation, on est le fruit d'un travail, on est le fruit d'un investissement aussi de la part des parents. Moi, j'ai un papa qui nous a beaucoup suivis. Notre maman aussi, mais d'une autre manière. Mon père était beaucoup derrière nous pour la scolarité. Il fallait absolument avoir les meilleures notes, il fallait pas se faire remarquer. Il fallait lever le bras tout le temps, la main à l'école, dans la classe et avoir les bonnes réponses. Donc on a grandi dans ce milieu-là, dans la famille. Et puis après, voilà, il y a les chances de la vie, les opportunités de la vie, les inégalités, les injustices aussi, hein, parce qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne. Malheureusement, même quand on a une bonne éducation, parfois, on n'a pas les mêmes opportunités. Donc, et puis après, c'est aussi des questions de personnalité, je pense aussi. Ça vous correspondait, vous aimiez ça, j'imagine. Ah, moi j'adorais ça. Moi, j'avais décrété dès le collège que je détestais les mathématiques. C'était un décret que j'avais. Encore un point commun. Mais vraiment, j'avais décidé. Hein, il y avait du tout rien de rationnel. J'étudiais comme tout le monde, donc j'aurais pu très bien faire des maths. Et puis moi, dans ma famille, j'ai une sœur qui était scientifique, qui était une brillante scientifique. Donc il y avait pas de raison, mais j'avais décidé que les maths c'était pas pour moi. Et j'avais décidé que j'allais aller en littéraire. Donc c'est ce qui s'est passé. Et voilà. On vous parlait comment quand vous étiez petite ? Quel ton on employait ? Alors on nous parlait, c'est drôle parce qu'on nous parlait à la fois en français et en arabe. Mes parents parlaient beaucoup marocain et nous on répondait beaucoup en français. Et quand ça parlait marocain, c'était souvent pour nous gronder, pour nous engueuler, pour nous réprimander. Donc, mais ça parlait les deux langues. Je crois que les grands de la famille, parce qu'on est 6 frères et sœurs, ont plus parlé arabe que ceux qui après sont arrivés. J'ai mes petits frères qui parlent moins l'arabe que nous. Donc je pense que c'est aussi une question de, j'aime pas trop ce mot, mais d'intégration dans la société française, quoi. Peut-être la fratrie aussi qui voilà, aussi transmetteur et. Oui, peut-être. Mais mes parents, sont lettrés. J'ai eu cette chance-là aussi, hein, sur le côté qu'est-ce qui a fait qu'on a ce parcours-là. Moi, j'ai la chance d'avoir des parents qui lisent le français, qui parlaient le français dès qu'ils sont arrivés en France. Ce qui n'était pas le cas, de tout le monde, tous les fils et filles d'immigrés. Moi, j'ai mon papa qui a été jusqu'au bac, qui est un lecteur du Coran assidu, mais qui lisait aussi la presse française, qui était d'ailleurs très très impliqué, qui était cégétiste, syndiqué dans l'usine automobile où il travaillait, à Matra Automobile. Ma maman qui, elle, vivait dans une ville qui vivait dans Casablanca, donc la grande métropole du Maroc, qui a étudié dans une école où on parlait français. Donc finalement, on a eu cette chance-là de pouvoir tirer profit des connaissances et de l'éducation de nos parents. Vous êtes devenue femme ou vous l'étiez de naissance ? Quelle question ? Je la pose à tout le monde. Hein. Oui, c'est une excellente question. Je sais pas répondre à cette question, mais en tout cas, je crois qu'on prend conscience de ce qu'on est au fur et à mesure des expériences de la vie, au fur et à mesure des épreuves. Moi, c'est pas des questions qui me taraudaient quand j'étais adolescente, parce que je sais pas, peut-être que mon milieu ne me faisait pas poser ces questions-là, il me faisait plus poser des questions d'ordre social. Sur notre appartenance à une conscience sociale, à une conscience ouvrière. Moi, je suis fille d'ouvrier. Peut-être aussi votre papa, son activité syndicale, voilà. Ça devait aussi influencer les discussions à la maison. Moi, je voyais des tracts posés là, ici et là à la maison. Ça me faisait poser beaucoup de questions. Je voyais des badges avec la CGT. Je voyais quand mon père faisait grève, etc. Donc tout ça m'a beaucoup traversé. Et je pense que ça fait partie aussi de ce que je suis aujourd'hui et des engagements qui sont les miens aujourd'hui. La question de la féminité, de l'appartenance à une conscience de femme, c'est quelque chose qui est venu plus tard, lorsque j'ai été confrontée plutôt au monde du travail, moi, en tant que nana, tout simplement. Ouais. Je me souviendrai toujours de ce jour où j'ai eu un entretien pour rentrer dans un média et j'ai eu le malheur de mettre sur mon CV que j'étais mariée, chose qu'il ne faut absolument pas faire, hein. Tout le monde le sait. Hein. Tout le monde le sait, mais moi je ne savais pas. Et j'ai été assez quand on est une femme, évidemment, hein, parce que quand on est un homme, ça ne pose aucun problème. Et donc j'avais mis ça et je me suis retrouvée dans cet entretien avec une question qui m'a été posée par une femme, hein, comme quoi hein, il faut se méfier aussi des clichés. Et cette dame m'avait dit mais vous êtes mariée, mais ça veut dire que vous allez avoir des enfants bientôt.
Et j'ai été stupéfaite par la question, j'ai été même incapable de répondre tellement j'étais scotchée et je crois aussi pétrifiée dans le souvenir que j'ai de ce moment-là. Et là, je me suis rendu compte que ah ouais, d'accord. Donc on joue pas dans la même cour, les garçons et les filles, c'est très clair. Et il faut peut-être aussi cacher ce qu'on est. Et donc du coup, moi, j'ai caché la féminité qui était la mienne et ce que ça implique. J'ai caché par exemple que j'étais enceinte quand j'ai passé un entretien d'embauche, alors que j'étais à 7 mois. Donc voilà, tout ça m'a fait prendre conscience des implications que ça laissait entendre et que ça impliquait quand on était femme dans ce milieu. Mais je pense que c'est aussi des questions et des problématiques que vivent beaucoup de femmes, peu importe le milieu d'ailleurs dans lequel elles évoluent. Bien sûr. Vous avez beaucoup voyagé dans le cadre de vos études, notamment vous avez fait un diplôme de sciences politiques. Donc j'ai noté quelques pays, peut-être que j'en oublie, mais la Turquie, la Syrie, la Finlande, l'Égypte, le Maroc. Vous étiez quelle jeune femme à ce moment-là et qu'est-ce que vous aviez comme rêve, comme attente? J'étais baroudeuse. J'étais très baroudeuse. J'adorais voyager. Mon premier grand voyage, j'avais 21 ans. Et j'étais partie en Syrie, imaginez. Je trouve ça incroyable. C'était en 2005, j'étais en 2e année de Sciences Po à Grenoble, et on avait la possibilité de faire un stage entre les 2 années, entre la première et la 2e année. Et c'était à l'époque, la Syrie, personne n'en parlait, à part les spécialistes de la spécialité, qui faisaient des rapports, qui faisaient des mémoires, qui faisaient des bouquins là-dessus, mais c'est pas un pays c'est pas un pays dont on entendait beaucoup parler, et surtout en France. Et moi, j'étais beaucoup attirée par le Moyen-Orient, par le monde arabe en règle générale, parce que on a eu un papa, j'ai un papa d'ailleurs toujours, qui nous a enseigné l'arabe à la maison. Et donc, on parlait l'arabe marocain, le dialecte marocain, et il nous a aussi enseigné l'arabe littéraire, qui est donc la langue écrite. Et moi, j'étais passionnée par ça, et je voulais me spécialiser dans la compréhension, la connaissance du monde arabe. Et donc, je voulais partir dans un pays arabe pour pouvoir améliorer mon niveau de langue, et puis comprendre, voir, rencontrer les gens, etc. Et donc j'ai eu cette possibilité de partir à Damas pendant plusieurs mois, où j'étais stagiaire au service de presse de l'ambassade de France. C'est fabuleux, c'était parce qu'on sait les destructions qui ont eu lieu entre-temps, mais un berceau culturel extrêmement important. Enfin, il devait y avoir c'était incroyable. Moi, j'étais émerveillée à chaque fois que je me baladais, que ce soit à Damas, là où j'étais, que ce soit dans le pays, parce qu'il y a des choses magnifiques, la citadelle d'Alep par exemple, le Krach des Chevaliers, la vallée de l'Oronte. Il y a des paysages qui vous rappellent même l'Europe, tellement c'est de la forêt très dense avec des lacs très verts, la côte aussi qui est très belle du côté de Latakié, tout ça. Donc moi j'ai eu la chance de pouvoir voir ça. Le seul regret que j'ai, c'est de pas pouvoir être allée à Palmyre, à Tadmour, comme on dit en arabe. C'est le mot en arabe. J'ai pas pu y aller parce que en 3 mois, il s'en passe des choses et j'ai pas eu l'occasion d'y aller. Et c'est mon seul regret. Mais oui, c'était incroyable. Mon père m'appelait souvent en me disant mais ma fille, tout va bien. Parce qu'évidemment, à 21 ans, quand on voit sa fille partir dans un pays aussi loin qu'on connaît pas, c'est peut-être un peu effrayant. Mais c'était formidable et ce qui était fou à l'époque, et je m'en étais pas rendu compte, mais Damas à l'époque, jusqu'à encore pas très longtemps d'ailleurs, accueillait beaucoup d'étudiants étrangers qui venaient apprendre l'arabe. Donc en fait, il y a plusieurs villes comme ça du monde arabe qui accueillent beaucoup d'étudiants étrangers. Il y a le Caire, où j'ai été plus tard. Il y a Tunis aussi, qui a une école d'arabe très connue. Et puis il y avait Damas. Et Damas, on voyait des gens, des étudiants de 20 à 30 ans venir du Japon, venir d'Italie, venir des États-Unis, énorme sur le monde, qui venaient étudier l'arabe, que ce soit à l'université de Damas, parce qu'il y avait un département de langue arabe pour les étudiants étrangers, ou que ce soit dans les instituts privés. Et donc, évidemment que cette époque-là, c'était aussi la répression, qu'il y a eu un moment, un printemps arabe, soi-disant, qui a duré quelques semaines, quelques mois, mis en place par Bachar al-Assad, mais ça a duré pas très longtemps et c'était un leurre, que les années précédentes du pouvoir de Hafez al-Assad, c'était la répression aussi. Mais c'est vrai que c'était le côté très...
comment dire, très binaire en fait, c'est-à-dire qu'on avait à la fois, on savait qu'il y avait une société de répression, un régime de répression répressif envers le peuple, et de l'autre cette image avec tous ces étudiants qui venaient de la terre entière étudier l'arabe. Ça m'avait beaucoup marqué. Et vous voyez faire quoi à l'époque? Vous vous imaginiez où 10 ans plus tard? Vous voyez diplomate, je crois, j'ai lu ça. Oui, j'hésitais entre diplomatie et journalisme. Et donc la diplomatie, c'était très bien quand j'étais à Damas parce que j'avais mis un pied dedans en étant dans ce service de presse de l'ambassade de France. Et puis, et en fait, j'ai très vite déchanté parce que je m'y sentais pas à ma place et j'avais pas l'impression qu'on donnait la place à ceux qui n'étaient pas du milieu, qui étaient différents, qui avaient une vision, voilà, du monde différente, qui avaient un rapport aux gens différents. Moi, j'étais très très mal à l'aise vis-à-vis du protocole, par exemple. C'est con, mais je m'y suis pas habituée. Et puis, j'étais aussi mal à l'aise dans ce rapport très distancé avec la société d'accueil. Moi, j'imaginais le diplomate. Enfin, j'étais pas non plus complètement naïve et ingénue, mais j'imaginais le diplomate comme étant un peu allant un peu en souterrain, essayant de comprendre les us et coutumes du pays, s'attacher à comprendre la société, voilà, en passant des après-midi avec les uns et les autres pour comprendre en fait tout simplement et pour pouvoir raconter ça à Paris et rapporter à Paris. Et en fait, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait un monde et des barrières entre les deux et ça m'a pas plu et je me suis dit que j'allais pas du tout m'épanouir là-dedans, que ça servait à rien. Mais j'ai rencontré des gens extraordinaires et surtout j'ai rencontré un type, non, c'est pas très bien de dire ça, mais un homme, Vladimir Glassman, qui était en fait premier conseiller politique à l'époque à l'ambassade de France à Damas, qui était un arabophone d'un niveau incroyable que j'avais rarement vu, qui était pas du tout arabophone de naissance, et qui en fait ce monsieur est tombé malade plus tard. Il est décédé il y a 2 ans maintenant, et c'était celui qui tenait le blog Un œil sur la Syrie. D'accord. Et qui nous racontait en étant à la retraite de la diplomatie, mais qui du coup nous racontait sa connaissance du pays, les choses qu'on lui rapportait dans ce blog et qui a, je pense, permis à beaucoup de Français qui s'intéressaient à la Syrie, aux soubresauts, à la répression, aux crimes organisés par l'armée de Bachar el-Assad, de comprendre ce qui s'y passait. C'était un lanceur d'alerte en quelque sorte. Ouais, une sorte de lanceur d'alerte médiatique sur une guerre compliquée. Qu'est-ce qui a été le déclic le jour où vous vous êtes dit « je serai journaliste » ? En fait, il y a pas vraiment eu de déclic. J'ai toujours voulu être ça. Quand j'étais gamine, j'écrivais des petites histoires. J'ai participé à différents journaux, au lycéen, collège, etc. Donc, ça a toujours été quelque chose de latent en fait dans ma tête. Donc c'était. Il y a pas vraiment eu de déclic. Le déclic, c'est quand j'ai su que je ne voulais pas être diplomate, ça c'est clair. Mais il y a pas vraiment eu de déclic en fait. Il y avait des modèles, des personnes que vous admiriez dans ce métier, que vous voulez atteindre. C'est d'une banalité sans nom ce que je vais vous dire, mais j'adorais Anne Sinclair. Mais qui n'adorait pas Anne Sinclair dans les années 80, franchement. Avec mon papa, on regardait les émissions d'Anne Sinclair. Mon père était fan de politique. Et donc on regardait les émissions d'Anne Sinclair. Et moi j'étais fascinée par cette dame qui était... du haut de, je sais pas, j'avais quel âge, j'étais ado, mais j'avais l'impression qu'elle était très insolente et très rebelle, etc., même sans vraiment l'être physiquement, mais qu'il y avait un truc dans son regard, dans sa façon de poser des questions aux hommes, parce que c'était quand même souvent des hommes politiques à l'interroger. Donc ouais, ça m'avait beaucoup marqué et parfois même je mimais en fait, je faisais semblant d'être Anne Sinclair dans la chambre, etc. C'était drôle. Mais oui, ça a été un modèle pour moi quand j'étais ado, ouais. Et donc d'ailleurs vous avez commencé à la télévision, à iTélé, à France 2. C'est un milieu qui est réputé extrêmement machiste. D'ailleurs pour l'avoir un peu côtoyé, je peux confirmer, c'est un milieu très machiste. Vous avez tiré une force, cette expérience-là, de ce passage à la télévision ? C'est-à-dire, est-ce que ça vous a appris, blindé, renforcé ? Ouais, j'avais pas besoin de ça pour être blindé. Vous Je pense déjà. Que mon parcours, il m'a déjà bien blindé. Non, mais par contre, il m'a déchanté aussi un peu sur le métier. Alors, pardon, mais je réponds pas tellement à la question, mais c'est vrai que c'est très frustrant, je trouve, d'être journaliste en télévision.
dans la télévision telle qu'elle nous est présentée et proposée en règle générale. Il y a évidemment des exceptions, il y a des espaces possibles, mais qui sont quand même très confidentiels, très resserrés. Mais c'est vrai que je trouve que moi, l'expérience que j'en tire, c'est quand même une certaine frustration de pas pouvoir aller au fond des choses, alors même que je sentais que j'avais de la matière. De pas pouvoir tirer le fil d'une histoire, de pas pouvoir rapporter des infos très précises sur des feuilletons que j'ai suivis. Et c'est vraiment c'est problématique parce que il y a quand même eu de l'investissement qui a été fait sur des générations de jeunes journalistes dans les écoles de journalisme où voilà on a investi. Alors les étudiants ont payé, mais quand même il y a une éducation qui a été misée sur ces jeunes-là. Et qu'est-ce qu'on en tire à la fin ? Je trouve que tout ça est très homogène, très. Puis c'est le média par lequel s'informent la plupart des gens. C'est ça qui est un peu embêtant. Moi, j'ai voulu être journaliste télé parce que c'est comme ça moi que j'ai été en contact avec la presse. C'est-à-dire que moi à la maison il n'y avait pas la radio, par exemple. Il y a des familles où on a été éduqués médiatiquement parlant entre guillemets via la radio. Nous on n'écoutait pas la radio, on regardait la télé qui était très présente. Par exemple le 20h c'était quand on parle de grand-messe, c'était vraiment la grand-messe, c'est-à-dire que le 20h il ne fallait pas parler. Mais vraiment, c'était très important. C'était le moment où alors si c'était pas le 20h, c'était le 13h parce que mon père était en 3-8. Donc parfois à 20h il n'était pas là, il était encore à l'usine, mais sinon c'était le 13h avant qu'il parte, je me souviendrai toujours de 13h à 20h. Avant de partir à l'usine, c'était vraiment le moment le plus important de la journée en termes d'information, de rapport à la citoyenneté, etc. Et donc moi, je sais que j'ai grandi avec ça, avec ce média-là. Et donc il y a pas de secret. Je sais que moi, j'ai voulu devenir journaliste télé pour ça. Donc la désillusion a dû être encore plus forte. C'était non seulement un métier qui s'effondrait sous vos yeux, mais aussi quelque part votre enfance, c'est ce qui vous avait bercé. Oui, alors s'effondrer non, parce que on garde quand même espoir. Et puis aujourd'hui, avec le Bondi Blog, on essaye de faire un peu autrement, mais c'est vrai que oui, il y a un côté quand même déception, quoi, de pas pouvoir aller au fond des choses, de pas pouvoir raconter les histoires qu'on a envie de raconter. Il n'y a pas de complexité en télévision. Il n'y a pas de nuance, voilà. Il y a un manque de nuance. Je parle vraiment de ce que je connais, c'est-à-dire le news, l'info. La chaîne d'info, ouais. Voilà. Que ce soit la chaîne d'info ou même le journal télévisé. Ouais. Moi, j'ai travaillé pour le journal de France 2. Alors j'ai travaillé pour une rubrique très spéciale qui est l'œil du 20h, donc qui est pas du tout à l'image de ce qu'est le journal, hein, qui est vraiment le côté un peu décalé et goguenard, tout en étant un peu informatif quand même, évidemment. Mais même le journal télévisé, je veux dire, qu'est-ce qu'on peut raconter en 2 minutes sur un fait social, sur une loi, sur la guerre. Je veux dire, c'était pour moi c'était compliqué parce que alors on te dit oui mais va à l'essentiel. Oui, d'accord, mais tu peux aller à l'essentiel tout en étant dans la nuance et ça prend un peu de temps. Moi aujourd'hui, je sais pas, n'importe qui rencontre quelqu'un dans la rue et qui lui explique un fait en 1 minute 30, il aura rien raconté. Et c'est juste ça notre travail en réalité, c'est de raconter des histoires et de pouvoir les expliquer au mieux. Et moi j'avais vraiment l'impression que la télé telle qu'elle est, comme ça, ne permettait pas de faire ce travail correctement. Vous avez commencé, vous en avez un peu parlé tout à l'heure, vous étiez maman depuis seulement quelques jours, votre premier enfant venait juste de naître. Ça a dû être une période extrêmement difficile sur le plan personnel. Qu'est-ce qui vous a animé à ce moment-là ? Qu'est-ce qui vous a porté ? L'enfant. C'est vrai. La famille. Ouais. La famille, le parcours aussi, et puis l'héritage. Tout, c'est con, mais on n'a pas envie de décevoir aussi. Genre, on est l'enfant de quelqu'un, on est l'enfant de deux parents et on a envie de les rendre fiers. Et donc, il faut avancer, quoi. Il faut avancer, il faut continuer, il faut pas se plaindre. On a la chance de faire un super travail. Il y a des gens qui rêveraient d'être à notre place. Et donc, on se pose pas tellement de questions en réalité. Et puis, il y a aussi le côté, on a la tête dans le guidon. Tête dans le guidon. Ouais. Il faut pas regarder en arrière parce que sinon il y a 4 trains qui vont passer et de toute façon on va être à la bourre, donc ça sert à rien. Donc il faut juste foncer en fait. Donc voilà, il y a ça et puis voilà, il y a le côté pragmatisme où il faut foncer, il faut pas se poser tellement de questions et je pense que c'était un moment où j'étais vraiment en pilotage automatique, c'est-à-dire que il fallait faire quoi. J'imagine. Il fallait vraiment faire et il fallait pas se poser 10 000 questions, mais c'est sûr qu'on est porté par
on est porté par un passé, on est porté par un héritage, et puis voilà, moi j'ai la chance d'avoir un compagnon qui est quand même très arrangeant, on va dire, donc voilà, ça aide. Bravo à lui. Et donc un beau jour, vous débarquez au Bondi Blog. Alors pour les auditeurs qui connaîtraient pas, il en reste encore, semble-t-il. Le Bondi Blog est un site d'information qui a été créé en Seine-Saint-Denis, en réaction aux mouvements sociaux qui ont éclaté dans les banlieues en 2005, peu après la mort de jeunes, Ziad et Bouna, poursuivis par la police. À l'époque, l'idée était de produire un autre discours sur les banlieues. On est quand même assez loin d'ITélé. Qu'est-ce qui vous a amené à frapper à la porte du Bondi Blog ? J'ai pas frappé à la porte du Bondi Blog parce que moi je suis membre du Bondi Blog depuis 2008. D'accord. Donc en fait, je fais partie de l'histoire du Bondi Blog depuis 2008, donc ça fait maintenant 8 ans. Le Bondi Blog a été créé, comme tu le disais, en 2005. Et en fait, depuis 2008, voilà, j'ai écrit des papiers, je suis partie en reportage pour le Bondi Blog. Mais il y a bien un moment où quelque part, vous avez eu envie d'y rentrer. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais enceinte j'ai accouché, de mon deuxième enfant, donc en 2015, donc j'étais en arrêt. Au boulot, et puis un jour Nordi Nabi, qui était mon prédécesseur, l'ancien directeur du Bondi Blog, est venu me voir en me disant voilà, tu sais, je vais arrêter, je vais passer la main et j'aimerais vraiment que tu puisses proposer un projet. Donc au départ j'étais un peu flippée parce que je sais le boulot qu'il a fait et je sais ce que ça représente pour tout un tas de choses et pour tout un tas de personnes et la responsabilité que ça implique. Et puis je me demandais si c'était vraiment le bon moment pour moi d'être dans ce média-là, pas en tant que blogueuse comme je l'avais toujours été, mais vraiment en tant que tête d'affiche, tête de pont, et puis porteuse aussi d'une équipe. Et donc j'ai beaucoup réfléchi avant d'y aller, et puis je me suis lancée parce que je me suis dit que peut-être, et c'est vrai que la menace planait, peut-être que le Bondi Blog n'allait plus exister, parce que il y avait eu un problème de financement à un moment qui s'est résolu provisoirement en tout cas, et puis aussi qui allait prendre la suite si personne ne se présentait. Donc je me suis lancée et je regrette pas parce que on a la chance d'avoir une liberté de pouvoir produire, créer, donc c'est formidable. Et moi ce qui m'intéressait, enfin ce que vous venez de dire m'intéresse énormément aussi, mais en 2008, quand vous avez commencé à écrire là-bas, vous sortiez de l'ESJ, qui est une grande école de journalisme. Non, j'étais pas encore, même pas encore rentrée à l'ESJ. Alors, quand vous avez commencé à écrire pour le Bondi Blog, en fait, vous nous l'avez dit, vous venez pas de banlieue. C'est pas le milieu dans lequel vous avez grandi. Est-ce que c'était politique comme engagement déjà, le fait d'écrire là-bas ? Politique, je sais pas, mais je veux dire, mine de rien, dans le récit national, même quand on n'est pas de banlieue, quand on s'appelle Nassira, Mohamed, de toute façon, on appartient à la même sphère, hein, c'est-à-dire les Arabes et les Noirs, hein, pour faire court. Donc on est toujours finalement renvoyé à ça. Et moi, je me sentais proche aussi de ces questions-là. J'avais pas grandi en banlieue, mais je suis fille d'immigrés, d'une grande famille qui a quitté le Maroc dans les années 70 pour s'installer et travailler en France. Avec on n'a jamais manqué de rien à la maison, mais on a dû bosser quoi. Moi j'ai bossé toute ma vie, j'ai commencé à travailler à 16 ans, je me suis jamais arrêtée. Et donc toutes ces questions-là liées à l'immigration, la banlieue, la diversité, moi je m'en suis toujours sentie proche, même en étant fille ayant grandi dans une campagne, la campagne de la Sologne. Donc voilà. Et puis après, quand j'ai grandi, j'ai voyagé, j'ai rencontré des gens, mes amis vivaient en banlieue, et donc voilà, c'est des endroits que j'ai fréquentés. Donc je m'en sentais pas vraiment éloignée. Vous étiez déjà, quoi. Ouais. Alors, les articles qui sont parus cet été, quand vous avez été nommé à la suite de Nordine Nabili, donc vous avez pris la tête du Bondi Blog, il y a eu beaucoup de presse sur vous, votre nomination a été très commentée, et on parle de vous, le vocabulaire récurrent, c'est machine de guerre, bulldozer, ça vous plaît qu'on parle de vous comme ça ? Je sais pas, je sais pas,
Je sais pas si on aurait utilisé les mêmes termes si on avait parlé d'un type, d'un mec, par exemple. Je suis pas sûre non plus. Parce qu'on aurait dit d'un mec que c'est une machine brillant, de guerre, excellent, certainement seulement. On aurait dit peut-être travailleur, bosseur, qui se donne à fond. Le problème, c'est l'essentialisation des termes, en fait, des formules. C'est pas tant le fait qu'on puisse me voir comme ça. Après tout, chacun a son regard sur les gens, et heureusement d'ailleurs qu'il y a cette liberté-là. Mais c'est l'essentialisation que cela implique derrière. Parce qu'après, vous savez comme moi, enfin tu sais comme moi, Lorraine, à quel point les formules enferment les gens, et comment après tout ça est repris, et tout ça voilà fait sa petite musique sans jamais chercher vraiment ce qu'il peut y avoir à côté. Donc voilà, moi c'est le côté enfermant et essentialisant qui me dérange. Mais après, et puis c'est tellement réducteur. Enfin, est-ce qu'on peut vraiment dresser un portrait d'une personne en disant du début à la fin que ce n'est qu'une machine de guerre? Enfin, je pense que ça n'a pas de sens. Après, encore une fois, chacun a la liberté de dire ce qu'il a envie de dire sur les gens, mais je crois savoir que je suis autre chose. Alors on a un autre point commun avec la Sologne. On fait partie toutes les deux du collectif Prenons la Une, qui milite pour une plus juste représentation des femmes dans les médias. Est-ce que s'il y avait plus de femmes chefs de presse comme vous, les choses seraient différentes? Bien sûr. Mais de toute façon, c'est l'histoire de la vie que de se dire que s'il y a des gens qui représentent la société de manière plus diverse, les sujets qui sont traités, la façon de rapporter des faits ne peut être que plus diverse, et donc du coup plus nuancée et moins caricaturale. Donc pour moi c'est une évidence. Après il faut pas non plus croire que parce qu'on est directrice, femme de presse ou dans d'autres secteurs, qu'il n'y a pas de misogynie, qu'il n'y a pas de comportements pervers ou managériaux pas normaux. Enfin, je veux dire, on ne changera pas les personnalités. Il y a des personnalités, il y a des gens, mais c'est vrai que le fait qu'il y ait plus de femmes, comme le fait qu'il y ait plus d'arabes, de noirs, de gens d'origine asiatique, enfin de gens qui représentent juste notre société, c'est sûr que si c'était le cas, le traitement journalistique, les traitements éditoriaux, je pense, seraient différents. Donc c'est en cela que c'est important dans notre secteur à nous, mais ça l'est aussi pour tous les secteurs professionnels. Votre numéro 2 aussi, c'est une femme, je crois. Ouais. Leila Khouail, tout à fait. C'est super cool. Qui est diplômée de l'IPJ et qui est une super journaliste avec qui je bosse vraiment très bien et qui est une chouette fille. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir brisé le plafond de verre? Mais c'est marrant parce que je crois que c'était la journaliste Sarah Bray de l'AFP qui m'avait posé la question. Moi, j'avais pas en fait, j'avais pas ce sentiment-là, j'avais pas cette image-là. C'est-à-dire que on m'a posé la question à plusieurs reprises mais une nana en banlieue qui prend la tête d'un média de banlieue, c'est quand même incroyable. En fait, non. Non, mais la passation de pouvoir a été hyper fluide en plus. J'ai l'impression que t'étais pas battue comme une folle. Pas du tout. C'était très très normal, naturel, voilà. Mais et puis il faut voir le Bondi Blog pour voir que la majorité ce sont des filles. Et c'est pour ça que je dis, c'est à l'image en fait de la société. C'est-à-dire que dans les facs, par exemple, c'est une majorité de filles. Dans les écoles de journalisme, c'est une majorité de filles. Alors évidemment, après, il y a les plafonds de verre dont tu parles, mais nous, on s'est pas posé la question. Et en plus de ça, dans les cités, dans les quartiers, ceux qui souffrent le plus, en fait, c'est pas les filles, c'est les mecs. C'est eux qui souffrent le plus. Parce que c'est eux qui sont renvoyés à cette histoire, cette image de jeunes qui tiennent les murs, délinquants. La délinquance, elle est pas féminine. L'image de la délinquance, elle est masculine. L'image de la violence, elle est masculine. L'image de jeunes qui ne servent à rien, sont inutiles à la société, elle est masculine. Donc c'est eux, en fait, qui se prennent toutes ces images-là dans la tête, exactement, ces stigmatisations, ils en sont les premières victimes. Les filles s'en sortent plus parce qu'elles étudient plus à l'école et parce que mine de rien, le rapport à la féminité parfois peut permettre, et parfois un peu salvateur. C'est con, hein, mais vraiment des fois les rapports humains quand on est une fille, c'est parfois plus facile. Et les personnes les plus stigmatisées en fait
dans les quartiers, ce sont les mecs. Et donc c'est en ça que je disais aux journalistes que si ça avait été un jeune de 25 ans, né, j'en sais rien, à Aulnay-sous-Bois, grandi dans les quartiers d'Aulnay, là ça aurait été plus fort en fait en termes de message, je pense. Mais c'est pas quelque chose. Enfin voilà, il faut l'expliquer. C'est vrai que si on parle d'un point de vue sociétal dans sa globalité, c'est vrai que ça peut étonner et se dire waouh, c'est génial, une femme à la tête d'un média, évidemment. Mais il faut aussi replacer les choses dans leur contexte. Et ce contexte-là, il est différent. En même temps, le contexte que tu décris, moi, ça me fait plaisir de l'entendre parce que j'ai l'impression aussi que la femme qui grandit ou qui vit en banlieue, on la représente souvent comme une victime. À l'inverse, on représente le garçon comme un mec violent et dangereux, et comme la nana, comme une fille qui subit tout et qui peut pas sortir de chez elle. Là, tu me décris des filles qui écrivent, qui étudient, qui participent à une entreprise. Non, mais franchement, c'est important de le raconter. Bien sûr, aussi. Mais c'est tellement une évidence. Pardon, mais je veux dire que les gens aillent dans les quartiers. Enfin, je veux dire, il y a pas de barrière. Hein. On demande pas un visa pour rentrer. On y circule et il y a des gens qui travaillent, qui achètent même des appartements en banlieue. C'est pour dire que ça veut dire ils imaginent leur futur là-bas. Il y a même des grandes entreprises qui s'installent. Je veux dire, si Veolia, si SFR, si des grandes entreprises comme ça s'installent dans les quartiers. Effectivement, il y a la question du foncier, qui est beaucoup moins cher, on n'est pas du tout dupe, mais il y a aussi, parce qu'il y a plein d'intérêts, parce qu'il y a un avenir qui est en train de se créer là-bas. Et donc, tout ça pour dire que, pour moi, c'est vraiment des évidences, et je trouve ça dingue qu'on doit être obligé encore de le rappeler, que oui, les filles sont pas des victimes en permanence d'une masculinité qui leur imposerait de faire telle ou telle chose, qui est des problèmes avec certaines personnes, qui est des gens qui soient machistes, évidemment, mais où est-ce qu'il n'y en a pas dans la société française Je cherche encore. Voilà. Donc ramener, c'est vrai que ramener sans cesse les mecs, les hommes dans les quartiers, les jeunes hommes dans les quartiers, à des images de domination en permanence contre les femmes, d'abord c'est faux. Et en plus, c'est dangereux. C'est dangereux parce que ça oppose. Et ça oppose alors même que l'opposition n'existe pas. Nous, on fait beaucoup d'interventions dans les établissements scolaires, en Seine-Saint-Denis. Moi, je vois dans des classes qui sont mixtes. Mais pas mixtes parce qu'il y a des filles et des garçons, mixtes parce que ça parle, parce que ça discute, parce que ça rigole, parce que ça déconne. Et donc c'est bien la preuve qu'il n'y a pas de séparation. En tout cas, moi, il faut qu'on me la prouve, il faut qu'on me la montre. Moi, nous, on y va dans ces quartiers. On y vit, on a grandi là-bas, on y travaille, on a nos amis là-bas, on a nos connaissances, on a nos collaborateurs. Et donc on sait bien ce qui s'y passe. Et donc c'est bien loin de l'image, effectivement qu'on en donne. Mais c'est vrai que cette question-là de la stigmatisation des garçons, vraiment, elle est très importante. Je pense que tout ça explique en partie le problème du chômage des garçons, des hommes dans les quartiers populaires. La prégnance des préjugés et de la stigmatisation est très très forte. Vous êtes féministe ? Vous vous revendiquez féministe ? Oui, et tu en te même revendiques, temps, on est passé au tutoiement, glissons tranquillement. Oui, mais pour moi c'est naturel en fait. C'est-à-dire que je le théorise pas. Quand par exemple on m'avait proposé de rejoindre Prenons la Une, pour moi c'était très naturel. Je me suis pas posé de questions. J'aurais peut-être dû aussi parce que il y a une forme d'engagement qui est parfois même souvent mal vue dans les rédactions. Il y a toujours une tendance quand même à l'uniformité, à ne pas faire de vagues, à ne pas mettre en avant un pied plus que l'autre, etc. C'est quand même assez particulier, moi je trouve, comme façon de voir les choses, mais bon, peu importe. Mais pour moi, cette question-là du féminisme, elle n'est pas théorisée, elle est vraiment très naturelle. Mais c'est pas contre les hommes, tu vois. Il y a pas d'opposition frontale. Moi, je n'irai jamais dans ces engagements-là si c'est pour créer de la séparation. Il y a un besoin d'égalité, il y a un besoin de rattrapage. La question du salaire, la question des comportements managériaux, tout ça, mais ne doit pas se construire en opposition, ne doit pas se construire en séparation. Mais sur l'étiquette féministe qui est dure à revendiquer, enfin, pour parler de mon expérience, moi j'ai attendu de ne plus être dans un grand média pour pouvoir
écrire féministe dans ma biographie Twitter. Enfin, c'est aussi mal vu, en fait, au fond, de revendiquer cette étiquette-là. Mais tout est mal vu à partir du moment où c'est considéré comme de l'engagement. C'est-à-dire que l'engagement syndical, la répression, et vraiment, je pèse mes mots, qu'il peut y avoir contre des journalistes qui ont des étiquettes syndicales dans les rédactions est très forte. Bien sûr. Service public compris. Même ceux qui sont soi-disant protégés par un statut, par le fait d'être dans le service public. Donc tout ce qui a trait à l'engagement est mal vu en France. Et c'est très bizarre et c'est très contradictoire avec une société aussi politisée que la nôtre. C'est-à-dire que on nous demande d'être en fait à l'opposé de ce qu'est notre histoire. La tradition française, c'est débattre, c'est quand même parler politique à table, évidemment. Comment tu peux convaincre les gens que le débat citoyen c'est important, que les émissions politiques c'est important, que le vote c'est important, que l'expérience démocratique doit être présente aussi dans les médias, et que tu cadenasses et que tu mets des fils sur les bouches de tes journalistes. Ça n'a pas de sens. Enfin, les journalistes, ce sont pas des gens abstraits de toute société qui n'existeraient que par leur fonction de rapporteurs d'informations ou de producteurs d'informations. Ils font partie d'un contexte, et ce contexte-là, il est la société française, il est la rédaction dans laquelle ils travaillent, et tout ça est lié. Et moi, la déconnexion en fait que l'on impose entre le journaliste dans une rédaction et le reste, moi me dérange, vraiment me dérange, parce que d'abord en plus le risque c'est de couper les gens de la réalité, alors même que nous sommes normalement les premiers faiseurs de transmission de la réalité. Donc c'est problématique. C'est vraiment problématique. Quand on met le mot féminisme dans le Bondi Blog, il n'y a pas beaucoup de contenu qui remonte. Et t'as dit il n'y a pas longtemps sur France Info que le Bondi Blog servait à parler des gens qui ont une faible visibilité médiatique. Est-ce que pour toi les femmes rentrent dans cette catégorie-là ? Après, c'est des questions peut-être aussi de priorité par rapport à la vie des gens. Et la vie des gens dans les quartiers, c'est trouver du boulot, pouvoir arriver à l'heure au travail, ne pas galérer dans les transports, ne pas être discriminé par rapport à là où on habite et ce qu'on est. Et ce qu'on est, c'est souvent la couleur de la peau. Donc voilà, c'est surtout ça en fait. Donc je pense que c'est ça aussi qui explique le fait de ne pas trouver des papiers qui sont exclusivement sur le féminisme. On en a fait sur les femmes, sur le rapport aux femmes, mais c'est vrai que on va dire que c'est pas une priorité, quoi. Mais j'ai lu une interview néanmoins que j'ai trouvée passionnante sur le collectif Moissy, qui est en fait un collectif qui appartient à un collectif afroféministe qui appartient à la 3e génération de féminisme, ce qu'on appelle le féminisme intersectionnel. Oui. Donc pour expliquer un peu pour l'auditeur il en reste encore qui ne sont pas au courant. Donc c'est un féminisme qui dénonce en fait une double oppression dont feraient l'objet certaines femmes qui se trouvent à l'intersection de plusieurs discriminations sexistes bien sûr, mais aussi racistes, classistes, validistes, l'homophobie, la transphobie évidemment aussi. Est-ce que c'est des mouvements dont tu te sens proche ? Non, pas personnellement, mais c'est des mouvements qui sont importants pour le Bondi Blog parce que ils parlent d'une réappropriation d'un discours politique. Alors là, c'est un discours politique lié au féminisme, mais c'est le cas pour plusieurs autres discours politiques, et ça, pour nous, ils ont toute leur place parce que ils font partie d'une réappropriation d'un discours par des minorités, ou par des gens qui sont considérés comme des minorités par la majorité. D'ailleurs, ils dénoncent souvent le fait que le féminisme a été un peu trusté par une femme blanche et bourgeoise, et que finalement, toute leur problématique a été complètement rayée de la carte dès le départ. Ouais. Et ça me rappelle, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé quand j'étais plus jeune et quand je lisais les magazines féminins, parce que souvent c'est comme ça aussi qu'on est rentré dans un féminisme plus actuel, moins historique, moins traditionnel. Mais moi, je me suis jamais, par exemple, reconnue dans Elle, le magazine Elle, vraiment jamais.
Je trouvais que c'était mais tellement loin de ce que je vivais, même de des gens autour de moi, de mon entourage. Et pourtant, je viens de Sologne, donc c'est pour vous dire, enfin, c'est pour te dire et pour vous dire, vous auditeurs. Mais c'est vrai que je me suis jamais reconnue et je me suis toujours dit mais qu'est-ce que c'est que ce magazine féminin, à qui il parle, qui sont les gens qui lisent. Alors après, donc, du coup, en me renseignant, j'ai pu comprendre que c'était lu, mais moi, je me sentais pas du tout représentée. Et pourtant, j'avais l'impression que ma voix avait tout autant de valeur que celle des autres. Et donc, moi, ça m'avait beaucoup dérangé, ça. Vraiment. Et donc, du coup, je pense qu'il y a aussi le besoin de pouvoir entendre d'autres voix féminisme. Et le féminisme, il n'a pas de... Et féminine, d'ailleurs. Féminine, bien sûr. Mais je veux dire, il n'y a pas de grand bloc monolithique du féminisme où il faudrait tous rentrer à l'intérieur et rentrer tous dans le moule, etc. Non, je veux dire, qu'il y ait des lectures différentes, des interprétations différentes, des vécus aussi différents, parce que c'est ça qui fait aussi le discours politique derrière. C'est important, c'est essentiel, et surtout c'est essentiel que des médias comme le nôtre et comme le Bondi Blog puissent en parler, surtout pour l'afroféminisme. C'est que j'ai commencé à faire un travail de recherche à Paris 8, à Saint-Denis, sur l'incapacité qu'a eu le L historiquement à traiter les problématiques de femmes qu'on appelle racisées aujourd'hui dans le milieu un peu universitaire et militant. Et ce que tu me dis me va droit au cœur, en fait. Et en fait, le problème de Elle, mais je pense que c'est valable aussi pour d'autres magazines. Moi, je me focalise un peu sur Elle. J'ai pas de problème avec Elle, mais c'est vrai que c'était celui qui était le plus disponible, en fait. Vendu, et puis, en fait, c'est bête, mais quand j'allais à la bibliothèque municipale, c'était avec Marie-Claire et Elle, c'était les deux grands magazines qui étaient disponibles. Donc, puis qui se revendiquent un peu féministes, qui ont aussi cette espèce d'héritage, qui s'inscrit dans une lignée aussi. Et en fait, moi, et le deuxième problème que j'avais, et je rebondis sur ce que tu dis à l'instant, c'est que le rapport à l'autre différent, c'est-à-dire qui me ressemble moi, avec des origines ethniques différentes, culturelles différentes, était souvent dans la compassion. Dans la compassion, dans l'humanitaire, dans la charité. Je veux dire, quand on parlait en fait de l'autre différent, c'était la petite pakistanaise qui avait du mal à aller à l'école parce que voilà, il n'y avait pas d'argent chez elle. Enfin, ça existe, mais le rapport à l'autre différent ne peut pas être exclusivement celui-là. Ça peut être mettre en couverture une femme magnifique qui soit pas forcément blanche et mince, par exemple. Et qui parle de tout sujet de société qui concerne la France. Et en fait, ce rapport-là à l'autre différent, ethniquement parlant, culturellement parlant, d'origine, il me dérangeait parce que il y avait un côté bonne conscience, quoi, de la bourgeoise du 16e arrondissement, qui devait se racheter une bonne conscience, alors qu'il le faisait sûrement avec de super bonnes intentions, mais tellement en décalage, je trouve. Alors, le Bondi Blog a monté l'école du Bondi Blog, où il y a régulièrement des masterclass avec des journalistes. D'ailleurs, tu y as participé, toi, en tant qu'enseignante, entre guillemets. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre aujourd'hui aux générations de jeunes femmes qui ont 18-20 ans aujourd'hui ? C'est quoi l'essentiel ? S'il y avait un seul mot d'ordre, entre guillemets, l'audace, d'oser faire les choses, de pas se mettre de barrières, de se dire que c'est difficile, mais que en essayant d'être accompagné, de taper aux bonnes portes, alors après c'est pareil, il faut avoir les bonnes infos, etc. Mais on peut y arriver. Et nous, c'est aussi le message qu'on donne au Bondi Blog. C'est-à-dire que on est conscient du monde dans lequel on vit, on est conscient de la société dans laquelle on vit, mais on veut rien s'interdire. On veut rien s'interdire parce que on fait pas de mal, on fait plutôt du bien. On parle des choses qu'on vit au quotidien. On sait que les choses qu'on raconte font du bien aussi à ceux et celles qui les lisent, parce que ils estiment ne pas trop les lire ailleurs. Donc on sent qu'on a une utilité aussi sociale, mais on veut aller au-delà. Et on dit, et nous disons, et moi je dis, il faut oser. C'est-à-dire, il faut jamais avoir l'impression de voler sa place. Il faut jamais avoir l'impression de pas être à sa place. Tout le monde est à sa place à partir du moment où il a fait les choses correctement pour l'avoir. Et voilà, on n'a pas besoin d'écraser les gens pour réussir. On n'a pas besoin de cracher sur l'autre pour réussir. Il faut être digne, mais voilà, il faut vraiment oser. Et c'est ce qu'on dit en général au Bondi Blog. Ouais. Bon alors, maintenant c'est le moment de la question bizarre. C'est ma question préférée que je pose à toutes les femmes. Comment t'entends-tu avec ton utérus ? Waouh ! C'est mon obsession, l'utérus. Je pense que tant qu'on n'aura pas libéré les femmes de cette espèce d'idée qu'on est des matrices sur pattes...
Comment je m'entends avec mon utérus ? Bah bien, mais je pense que l'histoire va bientôt se terminer en fait. Je pense qu'avec 2 enfants, je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai eu beaucoup d'angoisse à l'idée d'avoir mon premier enfant. C'est bête, mais pourtant moi je suis une fille d'une maman qui a eu 6 enfants, donc au départ j'avais même peur et je me disais non, je vais jamais en avoir, je vais en adopter, etc. Comment c'est possible qu'un être comme ça grossisse dans son ventre et sorte avec 58 cm? C'est pas possible. C'est vraiment. Oui, ça tu fais des bébés incroyables. 51, 52, 58 ? Oh, je sais plus. C'est vachement grand 58 quand même. D'accord, bah, c'est pas 58 alors. C'est dans les 50. Dans les 50 voilà. en tout cas. Oui, c'est peut-être plus proche de 50 que de 60 d'ailleurs. Beaucoup, hein, quand on dans les pense 50. Ça sort. Mais voilà, juste de se dire qu'on a un être de 50 cm qui va... Honnêtement, moi, ça m'effrayait. Et puis, en fait, voilà, ma première grossesse, c'était un accident. Enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, c'est un hasard de la vie et c'est très bien comme ça. Mais et puis la deuxième après elle est arrivée. Mais c'est vrai que au vu de la vie que j'ai aujourd'hui, je pense que 2 c'est bien. C'est bien, ouais. Ouais, c'est bien. J'ai une question qui me vient. J'aime pas qu'on la pose parce qu'on la pose systématiquement qu'aux femmes et qu'aux hommes. Bah, je me mettrai dans la peau d'un mec si tu veux. Alors, ok, on peut faire ça. Alors, vous êtes papa de 2 enfants. Votre épouse est directrice d'un gros média. Comment vous faites au quotidien ? Comment vous gérez ? Bah écoutez, on gère un peu comme on peut. J'ai une femme extraordinaire. Comment on fait ? Mais vraiment, je crois vraiment que c'est ce que je te disais tout à l'heure. On se pose pas vraiment de questions. Alors après, parfois quand on se pose pas de questions, on n'anticipe pas. Puis il y a des problèmes qui arrivent, et puis qu'on aurait peut-être dû penser avant, et puis non. Mais vraiment, alors on essaie d'être organisé le plus possible, comme toutes les mamans et tous les papas. Mais ouais, je crois que on fait les choses comme on doit les faire au moment où ça arrive, quoi. Et après, parfois ça fonctionne, souvent ça fonctionne parce que les choses sont souvent bien faites, mine de rien, malgré tout. Et puis parfois ça fonctionne pas, et puis bon bah on fait comme on peut, on s'arrange, on apprend aussi de nos erreurs. On est papa et maman au jour le jour, et on apprend aussi des petites bêtises, des conneries qu'on fait, quoi. Et voilà, après on passe à autre chose. Mais il n'y a pas de recette miracle, je crois. Franchement, je pense qu'on fait comme on peut. Un peu l'impro, en fait. Ouais, l'impro, et puis on fait vraiment comme on sent au moment où ça se passe. On fait comme on peut. Parfois, des fois, un petit garçon, donc il a 4 ans, des fois je lui dis excuse-moi, là j'ai pas assuré. Donc voilà, je pense qu'il faut être aussi conscient de ses limites. On n'est pas des superwomen, on n'est pas des supermen, on est des êtres humains avec les limites que cela implique. Avec les faiblesses aussi, et c'est aussi ça qui fait aussi notre charme, notre sensibilité. Donc je pense qu'il faut juste l'assumer, et puis après on essaye de faire mieux le lendemain. Ça évoque quoi pour toi, la poudre ? La poudre aux yeux. La poudre aux yeux de ceux qui font croire qu'ils savent faire mais qui savent pas faire, parce que la société leur impose de devoir à chaque fois montrer qu'ils sont bons. On est beaucoup dans une société comme ça, surtout dans notre milieu où on n'accepte pas beaucoup l'échec. Dès que t'es plus dans les radars, tu n'existes pas, donc tu ne fais rien. Donc ça veut dire que t'es pas bon, t'as pas été bon en fait. T'as pas été bon avec tes équipes, ou t'as pas été bon, t'as pas pu produire ce qu'il fallait, t'as pas été bon en audience, donc c'est forcément de ta faute. Et ça c'est terrible. L'économie médiatique est tellement compliquée, elle repose sur tellement plein de choses, et puis avec Internet qui a tout bouleversé, que tu peux pas dire à des gens c'est à cause de toi, tu vois, ou faire croire aux gens que c'est à cause de toi, c'est parce que c'est toi que ça n'a pas fonctionné. Mais non, c'est quand même beaucoup plus complexe que ça. Et c'est ça que ça m'inspire, ce côté où il faut toujours montrer que tout va bien. Il faut que ça se voit. Et puis il faut que ça se voit, parce qu'en plus de ça, on est dans un monde, et voilà, toi et moi, on a évolué dans la télé, donc c'est beaucoup ça, hein, c'est beaucoup de oui, il faut que ça se voit et il faut le montrer. Donc ouais, de la poudre, ça me fait penser à ça, à la poudre aux yeux, qu'on nous oblige à avoir. Merci Nassira, c'était un plaisir de te recevoir. Merci à vous, et merci à toi de m'avoir invitée. Merci à Nassira Al-Moadem d'être venue faire parler la poudre avec moi. Si vous avez aimé l'émission, le mieux c'est de nous le dire avec des étoiles, 5 de préférence, sur iTunes. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram, où nous partageons toutes les recommandations culturelles de nos invités.
N'oubliez pas de vous inscrire à notre fabuleuse newsletter sur notre site nouvellesécoutes.fr et cliquez sur La Poudre. La Poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux avec Zisla Tortello, assistante de production, et Zaki Halal pour le mixage. Retrouvez toutes nos émissions sur nouvellesécoutes.fr. Merci à l'hôtel Grand Amour d'avoir abrité cet enregistrement de La Poudre. C'est un endroit d'un raffinement exquis qui se trouve dans le 10e, en plein dans le quartier qui bouge, qui change, qui s'amuse à Paris. C'est vraiment beau ici. Là, par exemple, sous les yeux, j'ai une baignoire ancienne, à pattes, vous savez. Elle trône dans la chambre. Les murs sont turquoises, les rideaux gris perle. On s'y sent bien. En fait, on a envie d'y dormir. L'hôtel Grand Amour, c'est 18 rue de la Fidélité. Si vous réservez avec le code La Poudre, vous aurez une réduction de 10%. C'est cool, hein ? À plus.